20h sur la TFM, voici la principale édition. Assoumène, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir chers téléspectateurs. C'est parti pour les titres. Vous l'avez dit, en voici donc les titres. Le SAES s'oppose au vote de la loi cadre des réformes de l'instance de l'université. Le syndicat va combattre cette dite loi. Le Front patriotique pour la défense de la République réduit l'exercice du président Macky Sall en ces 3 années à un échec. La coalition prône une nouvelle gouvernance pour 2015. À Louga, la municipalité n'a pas eu une oreille attentive sur la question de la subvention qu'elle doit aux acteurs culturels. Ces derniers envisagent une très forte riposte. Et puis en sport, Ballon d'Or 2014, Ronaldo sacré devant Messi. Et puis CAN 2015 en Guinée équatoriale. Sadio Mané a rejoint les Lions dans un contexte de spéculation sur son rétablissement. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial Campbell Dieng. Et enfin, ce journal sera bouclé par le dossier du jour qui porte sur les femmes en activité dans les places publiques. Bienvenue et merci de nous avoir choisis. Monsieur Dam, bonsoir. Je vous le disais en titre, le SAES en ordre de bataille contre le ministère de l'Enseignement supérieur à Assoumène. Le combat sera mené jusqu'au bout, combattre, dénoncer le vote de la loi cadre de réforme des instances des universités sénégalaises depuis fin décembre. Une loi des réformes et une supercherie de leur ministère de tutelle dénoncée par le SAES, et c'était devant la presse en présence de Mbaké Amar et Younous Diatta. La loi cadre de réforme des instances de l'université votée depuis fin décembre sans l'aval des universités du Sénégal, Moustapha Sall du SAES dénonce une supercherie. L'université Gaston Berger de Saint-Louis et de l'université Hassan Sek de Ziguinchor qui ont refusé, qui n'ont pas donné une autorisation parce qu'ils ont dit ils ont vu que la loi n'était pas dans la bonne direction, ils ont fait des amendements. Alors, l'université de Cheikh Anta Diop de Dakar n'a jamais examiner ce projet de loi. La preuve, on nous convoque demain avec parfois dans un cafouillage extrême pour qu'on puisse venir étudier le projet de loi cadre, une loi qui est déjà votée. Donc ça veut dire que vu l'autorisation des universités, on met au défi le ministre de nous montrer les PV, ça veut dire que c'est quelque chose c'est de la supercherie. Autre point de revendication du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, la nomination des membres du conseil d'administration des universités. Vous avez un conseil d'administration qui gère l'université avec 20 membres dont 10 sont issus du monde socio-professionnel nommés par le ministre, et ce conseil est compétent pour nommer des doyens. Jusqu'ici, nos doyens ont été élus. Ensuite, vous avez un conseil d'administration qui ne connaît pas l'université, qui adopte et qui est compétent à fermer ou ouvrir des filières académiques et pédagogiques et des structures. Le manque d'autonomie du conseil académique et l'omniprésence du ministère de l'enseignement supérieur constituent une autre pomme de discorde. Ce qui nous dérange, c'est que le ministère soit là. Le ministère de la tutelle, le ministère de la fonction publique, et ensuite vous avez un conseil académique constitué par des universitaires et qui n'a aucun pouvoir, juste un pouvoir de consultatif. Donc ça veut dire qu'on est dans une université où, comme dans Olivier on le disait, s'il n'y a pas l'autonomie, on se posera la question de savoir qu'est-ce que ça signifie les libertés universitaires. Mbaké Amar, certains enseignants-chercheurs aussi sont contre cette réforme. Cette réforme peut affecter très sérieusement l'administration des universités publiques et la qualité des enseignants ou des enseignements. Au premier jour du débrayage des étudiants en master et doctorants qui peinent à déposer leurs travaux de recherche, Aminata Mbaré et Laurent Mendy. Les universités publiques sénégalaises renouent avec les contestations. Cette fois, c'est le SAES national qui monte au créneau. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur dénonce le vote de la loi 1824, une loi qui, selon eux, remet en cause l'autonomisation des universités publiques. C'est une loi autonomicide. Elle est là pour tuer l'autonomie des universités et maintenant pour donner beaucoup plus de pouvoir au ministère de l'enseignement supérieur. Et c'est là le problème.
C'est-à-dire qu'il faut que les universités restent autonomes pour pouvoir créer de la connaissance. La dite loi profère au ministre de l'Enseignement supérieur des pouvoirs, des prérogatives qui vont de l'affectation des professeurs à la nomination des doyens qui auparavant étaient élus par l'Assemblée de l'université. Donc pour avancer, ce ne sera plus le mérite, mais ce sera sur sa capacité à vraiment à faire ce que le politique veut. Et ça va tuer la connaissance et ça va tuer le progrès. Et de ce fait, on a plus de ce qu'on appelle une université au Sénégal. Pour montrer leur désaccord, le SAES entame 3 jours de débrayage, un plan d'action qui inquiète déjà. Surtout par rapport aux étudiants de Master 1 qui doivent déposer leur rapport de recherche d'ici le 15. Et ils ont besoin d'avoir des entretiens avec le professeur par rapport à des corrections. Ce matin, je suis venue pour voir mon professeur pour avoir son avis sur mon mémoire avant de déposer. Puisque le délai, ce sera le 15, délai limite, on était obligé de venir avoir le point de vue par rapport à ce qu'on a écrit. Mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les étudiants vraiment qui risquent d'en payer les pots cassés. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plusieurs facultés sont en attente de leurs résultats, des résultats qui risquent d'accuser du retard avec ce bras de fer entre le SAES et le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais on peut toujours tomber sur une année blanche. L'université virtuelle, une autre épine de l'éducation sénégalaise selon le chargé des revendications du SAES. Les 2000 étudiants orientés l'année dernière à l'UVS ont éprouvé d'énormes difficultés pour étudier dans de bonnes conditions. Une université virtuelle qui va encore cette année accueillir 100 000 autres étudiants. Moustapha Sall que nous écoutons avec Mbaké Amar. Quand vous regardez le pré-rapport, cette université y figurait. Dans les 78 recommandations de la concertation, donc les 78 recommandations consensuelles, l'université virtuelle a été enlevée parce qu'on sait qu'à ce moment précis, on n'a pas les moyens objectifs de la faire démarrer. On l'a changé par le e-learning et donc la formation bimodale. Alors, le ministre le contourne, les consensus, il le remet dans les décisions présidentielles. L'année dernière, ils ont affecté 2000 bacheliers. Ils n'ont fait qu'un seul cours au mois de septembre. Cette année, il affecte 5000 bacheliers, ça fait 7000. Et vous voyez, je donne l'exemple dans la vallée du fleuve Sénégal, où l'université virtuelle devient virtuelle, virtudée ou vertadée, je ne sais pas, pour les Halpola, ça veut dire wéré. Et puis nous reparlons du procès Karim Wade, le témoin du jour décharge Wade fils pour son deuxième jour d'audition. Omar Samb, un expert comptable et commissaire aux comptes de plusieurs sociétés citées dans le dossier de la traque des biens mal acquis. Un interrogatoire parfois très tendu et durant lequel l'expertise du témoin a été très sollicitée par les différentes parties. Récit signé Modou Gaye. Un débat parfois technique des termes économiques, le face-à-face entre l'expert comptable Omar Samb, cité comme témoin, et les avocats des deux parties et le parquet spécial tirent en longueur. Désigné comme commissaire aux comptes, les sociétés AHS, ADS, Arcetan, CD Media Group, 3G et Blackburn Finance a précisé pour que nul n'en ignore que rien d'illicite ne peut être relevé dans la construction et les activités des dites sociétés. Seconde précision, le prévenu Karim Wade, à sa connaissance, n'est lié ni de près ni de loin à ces entreprises citées plus haut. Dans ce jeu de questions-réponses, l'audition entre le procureur spécial Antoine Diome et Omar Samb a été houleuse et les nerfs des deux hommes se sont chauffés. Et le président de la Cour, Anne Grégoire Diop, a dû intervenir à plusieurs reprises pour calmer les esprits et recadrer le débat. Un débat qui porte essentiellement sur les flux financiers de ces entreprises et le témoin de relever qu'Alinou Samba Diassé, actionnaire à la société ADS SA, à hauteur de 23 750 actions, a versé 250 millions de francs CFA. Une audition qui va se poursuivre ce mardi. Les autres témoins, comme Seydina Kane, ancien directeur de la Sénélec, Tamoro Seydi, notaire, entre autres, n'ont pas pu être auditionnés et que les prévenus, à l'exception de Ibrahim Abdou Khalil Bourgi, absents, ont répondu présents à la Cour. Alors, 3 années de règne sous le régime du président Macky Sall, 3 années qui correspondent ni plus ni moins à un échec Astou. Le FPDR brandit un argument économique. En 2015, la dette du pays est projetée à 4 109 milliards, soit 50% du produit intérieur brut contre 43% en 2012. Face à ces chiffres, le Front patriotique exige une nouvelle gouvernance locale basée sur la transparence. Une conférence de presse du FPDR suivie par Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy.
Réticence dans le dossier Casamance, dette publique importante, le Front patriotique pour la défense de la République exige que la lumière soit faite sur toutes ces affaires. Sur la Casamance. 32 ans après, on nous dit non, ne posez aucune question, on est en train de discuter. Jusqu'à quand? La dette intérieure, quant à elle, est montée à 1600 milliards de francs CFA. L'éducation, l'emploi, l'agriculture ne sont pas en reste. Pour la coalition, le gouvernement cherche la clé du démarrage. Une large gamme de matériel agricole et 300 forages pour les 5 ans à venir. Alors, les paysans attendent encore. Macky et son gouvernement n'ont aucune posture répondant au slogan de transparence. L'affaire de la mort de l'étudiant Bassirou Faye et le refus ostentatoire du président de la République de prendre des sanctions prouve à suffisance sa collusion avec les tutelles. Concernant l'OFNAC et l'affaire ArcelorMittal, le Front patriotique dit qu'il fera face au désordre. Il n'y a aucune sanction réelle qui est prévue pour ceux qui ne déposent pas de déclaration. D'ailleurs, la loi a été votée en avril. On a dit normalement on a 3 mois pour déposer. Personne n'a déposé, ou presque. 3 mois, ensuite il y a 3 mois après, disons, il y a 3 mois, disons, on peut à travers un dossier relancer. Il y a 3 mois pour la relance, 6 mois. Il n'y a personne qui a pratiquement déposé. Donc il n'y a aucune sanction. C'est vraiment un leurre. Mamadou Diop Decroix et compagnie n'ont pas manqué de fustiger le massacre perpétré au journal Charlie Hebdo. Par ailleurs, ils annoncent d'autres manifestations en masse dans les prochains jours. Maïmouna Ndiaye, projet de modernisation des Dara, le Front patriotique pour la défense de la République oppose son veto, Patrice. Vous l'avez dit, Assou, le Front dit purement et simplement non. Cette coalition dénonce le manque de concertation qui devrait prévaloir dans ce processus. Ce sont des propos qui nous viennent de Bamba Ndiaye, c'est le président de la commission communication. Il le dit à Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Nous ne cautionnons pas ça puisque nous avons constaté que des leaders religieux, des chefs de communautés religieuses très importants au Sénégal ont élevé la voix pour prendre leur distance avec ce projet de loi. Cela signifie que ce projet n'a pas été élaboré dans la concertation. Nous avons rappelé que la Constitution du Sénégal reconnaît les communautés religieuses comme chargées d'une mission d'éducation et de formation de la jeunesse, et que ce projet de loi est en rupture avec cette disposition constitutionnelle, puisqu'il prévoit de créer des soi-disant daara modernes qui seraient gérés par l'État, qui donnerait en quelque sorte un enseignement coranique dit moderne. Donc nous rejetons ce principe-là, cette violation de la Constitution, nous rejetons l'absence de concertation, et c'est pourquoi nous demandons le gel pur et simple de ce projet de loi. Et puis un petit détour dans le Fouladou où on traîne légèrement les pieds sur la question de la commercialisation de l'arachide. Une campagne de commercialisation de l'arachide timide, très timide. Le marché ouvert depuis plus de 2 semaines, mais ce n'est pas encore le grand rush, constate Abdoulaye Diallo à Louga, plutôt Kolda. Ouverte depuis le 29 décembre dernier, la campagne de commercialisation de l'arachide est morose dans la région de Kolda. Seuls quelques points de collecte sont ouverts par les opérateurs. La campagne de cette année, elle est différente des autres parce qu'elle est vraiment timide. Elle est vraiment timide. Dans le Kolda, nous avons Midna Elage, Tankanto, il y a mon petit aussi qui a commencé. Donc, dans le Yorofla, nous avons Touba Fouladou qu'on appelle Sitian Lachiri, Tankonfara et Dingira. L'opérateur de la commune de Kolda a commencé, il n'a pu acheter que 52 tonnes. À Medina Yorofla, où se trouvent les plus grands producteurs d'arachide de la région, cette situation trouble leur sommeil. Nous avons bouclé la campagne agricole et avons nos arachides avec nous, mais point d'opérateurs devant nous. S'il faut prendre ces graines pour aller les vendre en Gambie, on nous l'interdit alors que nous avons des urgences à régler. Beaucoup de points de collecte n'ont pas encore démarré dans notre zone, même si la campagne est ouverte. Nombreux parmi les opérateurs n'ont pas de fonds pour démarrer la campagne. Les opérateurs n'ont pas accès au financement. Mais d'une part,
Moi je dis que la SUNER est responsable. Puisque quand la Sonagraines est partie, ils ont pris des bandes pour les agréer comme opérateurs. Des gens qui n'ont pas les mots. Pour être opérateur, il faut avoir le minimum, même c'est un camion, pour pouvoir acheminer vos graines vers l'île. Donc si on prend n'importe qui comme opérateur. La situation est pire dans le département de Vélingara, plus précisément dans la commune de Ouassadou et ses alentours, où les exactions de bandes armées sont devenues monnaie courante. Aucun opérateur n'a osé prendre les risques d'y aller. Par conséquent, les paysans bradent les récoltes d'arachide dans les marchés de Diaobé et de Mandadouar. Abdoulaye Diallo, nous quittons Kolda pour Louga, Papis, où les planches tremblent. Et nous entrons dans le monde de la culture à Louga. Précisément, vous l'avez dit, la municipalité et les acteurs culturels ne sont pas en odeur de sainteté. À l'origine, une subvention non versée et une subvention qui devrait régler quasiment une bonne partie des problèmes de ce monde des artistes. Après des négociations vaines, une tentative de compromis, il compte élever la voix pour se faire entendre. Tchernofal. Chaque année, cette municipalité qui dirigeait la ville avait donné une position réelle, exemplaire aux artistes et aux acteurs culturels de Louga. À notre grande surprise, pour cette année, si on nous appelle au niveau de la mairie pour nous dire que c'est très dommage que cette année, les artistes de Louga n'auront pas recevoir les subventions, là c'est déplorable. On va discuter entre nous pour voir quelle stratégie on va utiliser. C'est un combat très noble. Noble pour nous parce que c'est l'art que nous croyons, mais on n'a pas l'habitude de prendre la main. Mais on a l'habitude vraiment de demander ce qui nous appartient de droit. S'ils prennent en charge leur position, nous personnellement, avec tous les secteurs qui nous entourent, nous prenons encore nos forces pour les encore affronter parce que c'est notre droit et puis c'est un droit que nous devons allier à nous. Un mot de santé dans ce journal. Le comité ou la réunion du comité interne de suivi du plan national de développement sanitaire PNDS a eu lieu ce matin. Un premier jour, Papis, 2 mesures phares, la délivrance sous peu d'une carte d'égalité des chances et la réfection des plateaux techniques pour un meilleur accueil des urgences médicales. Première mesure d'un cadre de concertation. Pape Cheikh Ndiaye Diouf, Mohamed Dieng ont assisté au premier jour du comité interne de suivi du PNDS. La rencontre, un cadre de concertation, une occasion pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale de revenir sur l'importance de tenir le comité interne de suivi du plan national de développement sanitaire PNDS. Le comité interne de suivi est une instance régulière au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui permet vraiment de faire le bilan d'une année, de revenir sur les recommandations, d'utiliser des thèmes qui nous sont importants pour que nous puissions en discuter et donner d'autres recommandations. Cela nous permettra vraiment de commencer une année sur de bonnes bases. Un accueil et une prise en charge de qualité des urgences dans les structures de santé, une nécessité pour une meilleure prise en charge des patients. C'est un problème sensible, c'est un problème humain. Et c'est pour ça que nous voulons le prendre à bras le corps. En urgence, souvent il y a un problème de plateau technique. Nous allons voir quels sont les équipements qui manquent dans les structures et qui font que parfois des malades peuvent arriver, surtout en urgence, et ne pas pouvoir être pris en charge. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le ministre d'annoncer la délivrance sous peu d'une carte d'égalité des chances aux personnes en situation de handicap. Ces personnes, avec cette carte, pour le départ, pourront aller dans les structures sanitaires et être prises en charge gratuitement. L'essence même de la loi qui nous a poussé à avoir ce décret sur la carte d'égalité des chances, c'est de pouvoir pas simplement avoir accès aux structures sanitaires, mais avoir accès aussi à l'éducation. Dans les transports aussi, qu'il y ait un endroit pour les handicapés. Donc nous pensons à tout cela. La réunion du comité interne de suivi du plan national de développement sanitaire se tient pendant 2 jours et permettra de faire le point sur les résultats de recommandations sectorielles de 2009 à 2014. Papis, nous parlons de ce qui s'est passé à Pikine durant ce week-end. Voilà, la paix, maître mot à la suite de cet accident. En rappel, la victime Ibrahim Nying, c'est de lui qu'il s'agit, a été heurté par le bus de l'AS Pikine. Sa mère meurtrie s'en remet à Dieu et invite la jeunesse des 2 camps de se réconcilier, autrement de fumer le calumet de la paix. Pape Darifal Moridio.
Le derby de la banlieue a enregistré un mort, un jeune du nom d'Ibrahima Gning, fauché accidentellement par le bus de l'AS Pikine. La maman de la victime, très touchée, s'en remet à Dieu et apporte quelques témoignages sur son fils. On ne peut rien faire contre la volonté divine. Je rends grâce à Dieu. C'est vraiment dur. Il aimait trop le football et participait aux activités du Daïra. Madame Nana Diaby salue les décisions des deux clubs de rendre hommage à son fils et invite les jeunes à la non-violence. Je magnifie le geste des deux clubs, mais j'appelle les jeunes à la retenue. La violence n'a pas d'importance. Aucune équipe n'est perdante. Entre le GFC et l'AS Pikine, il faut accepter la décision du Seigneur que la prochaine fois, on n'assiste pas à ce genre d'événement. La mort du jeune Ibrahima Gning marque la fin de son compagnonnage avec son club et son entourage. Mais cet événement doit marquer aussi le début d'une ère nouvelle dans la lutte contre les violences dans le sport. Le chauffeur du bus, lui, est entre les mains de la police de Guédiawaye pour les besoins de l'enquête. Un match en hommage à Ibrahima Gning sera organisé ce vendredi par les deux clubs. La page des sports à présent, nous retournons donc à Guédiawaye dans la banlieue. Le derby de la banlieue donc a viré au drame, vous le savez déjà. La mort d'Ibrahima Gning alimente le débat dans cette zone de Dakar. Le jeune supporter de Guédiawaye a perdu la vie lors du match de son équipe face à l'AS Pikine. Les deux clubs parlent de responsabilité partagée et n'ont pas peur d'une quelconque sanction. Voici le reportage qu'en ont fait Pape Ndarifal et Modou Diop. 48 heures après le derby de la banlieue opposant Guédiawaye Football Club à l'AS Pikine le week-end dernier, occasionnant la mort du jeune Ibrahima Gning, les deux clubs ont tenu une conférence de presse conjointe. Ils ont fustigé le manque de sécurité dans le stade et appellent l'État à prendre des mesures sécuritaires. Le stade a une sécurité. Il n'y a pas de sécurité dans le stade. Nous invitons l'État à prendre les mesures très rapidement. S'il ne le fait pas, dans une semaine, nous y prendrons les mesures idoines. Ils ne peuvent pas mettre les pierres à la disposition des supporters. On sait tous que les travaux ne sont pas achevés, alors qu'ils ont mis ici l'argent du contribuable. À disposition gratuitement aux supporters. Ces deux clubs s'engagent à sanctionner les fautifs. Ils disent ne pas avoir peur d'une sanction de la Ligue Pro et parlent de responsabilité partagée. Si moi, en tant que président aujourd'hui, j'ai la preuve que quelqu'un dans mon entourage direct est impliqué de près ou de loin dans cet incident, je n'attendrai pas la police ou la Ligue professionnelle pour sanctionner. Moi, j'ai peur d'aucune sanction parce qu'on dit qu'on est là pour accepter et aussi pour assumer les responsabilités. Et chacun doit assumer ses responsabilités, y compris la Ligue professionnelle, et y compris aussi la police. Les présidents des deux clubs invitent les jeunesses de Guédiawaye et Pikine à donner à la banlieue une autre image en bannissant la violence. La Ligue sénégalaise de football professionnel a annoncé l'ouverture d'une enquête et de probables sanctions. Je vous le disais dans les titres, CAN 2015, le Sénégal est bien arrivé sur le lieu de la compétition. Sadio Mané, l'attraction principale, les a rejoints. Donc il a rejoint ses coéquipiers avec son kiné anglais pour justement voir son état. Le reportage nous est signé Boubacar Kambeljan. Sadio Mané à El Jadida, le coach Alain Giresse déjoue les plans de la presse qui attendait le joueur à l'entrée principale de la réception de l'hôtel Pullman. Il est sous la direction du coach. Il y a des détails que je ne gère pas. J'ai été le chercher à l'aéroport pour le mettre à la disposition de son entraîneur. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Apparemment, il est en forme, on a bien rigolé, il ne boite pas. Sadio Mané est arrivé ce dimanche soir accompagné de son agent et du kiné de Southampton, certainement porteur d'un message à l'endroit du staff médical des Lions. Il a commencé un traitement à Londres.
Le traitement n'est pas terminé. Il est normal qu'il y ait un suivi encore pour quelques jours. Et c'est dans ce sens que sa présence s'explique. Effectivement, c'est le kiné de Safanton, pas son kiné personnel, qui devrait rentrer sur Londres dans les 3 prochains jours et le laisser entre les mains du docteur de l'équipe nationale. Sadio Mané, nous l'avons juste aperçu de loin, faisant le tour de quelques chambres pour dire bonsoir à ses coéquipiers. Il veut jouer, c'est vrai, mais est-ce qu'il peut le faire? Là est la question. Les discussions entre le médecin de l'équipe nationale, le professeur Fallou Cissé, et le kiné de Southampton vont devoir nous édifier sur le cas du joueur qui, selon son agent, ne peut pas courir. De sitôt. Boubacar Kambeljian, vous l'avez dit, Sadio Mané n'est pas complètement guéri de sa blessure. Révélation de son agent allemand qui envisage jouer pleinement la carte de la prudence et de la concertation dans ce dossier pour que personne ne soit lésé, ni Southampton, ni le Sénégal, ni le joueur en question. L'agent de Sadio Mané que nous écoutons avec notre envoyé spécial, Boubacar Kambeljian. Au début, c'était 6 semaines. Maintenant, sur le terrain, il ne peut pas courir encore. Au 100%, mais maintenant on va commencer un entraînement tranquille. Mais ça c'est pas mon truc, ça c'est le truc des physios ici de la fédération et aussi de monsieur qui vient avec nous de Southampton. On ne sait pas encore, on va parler avec les médecins, on voit un peu comment est la situation. Sadio, bien sûr, il est super motivé pour présenter son pays. Il était très très triste quand il était blessé. Il faut qu'on verra ensemble avec la fédération sénégalaise, avec M. Cissé, quand il peut aller au terrain pour aider son pays. C'est toujours compliqué entre les clubs parce que c'est une compétition au milieu d'un championnat super important là-bas. Il faut qu'on parle, on discute. Et mon travail, c'est vraiment parler avec le club là-bas pour pas faire des problèmes pour Sadio. En fait, vraiment, il veut jouer. Il faut faire aussi attention s'il ne joue pas blessé. Au contraire, c'est un joueur important pour le Sénégal. Alors, il faut qu'on trouve une solution pour tous les deux. Et si on prend Sadio pour tous les 3. Toujours autour de cette petite perle sénégalaise, Sadio Mané, vous avez compris, se dit prêt à s'attaquer à l'essentiel. Il se dit être en forme. Il a dit dans le site de la Fédération sénégalaise de football. Voici Sadio que je vous propose de suivre. Donc, je suis bien arrivé au Maroc. Dieu merci. Je suis là. Ouais, ça va. Dieu merci. Je me sens bien en forme. Et je pense que je vais commencer les entraînements et voilà, on verra bien. Et de nous soutenir jusqu'au bout et voilà, ils n'ont que leur équipe plutôt. Et je pense qu'on ne va pas les décevoir. Minute CAN, votre rendez-vous quotidien pour vous accompagner sur la route de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Dans ce premier numéro, Cheikh Sidiba, ancien international, se souvient du match de quart de finale de la CAN 2000, perdu par le Sénégal contre le Nigeria, pays organisateur. Suite à l'égalisation du Nigeria à la 85e minute, les supporters envahissent la pelouse. Les forces de l'ordre tentent de ramener le calme et poursuivent les supporters avec leurs cheveux. Des moments forts dont l'ancien international se souvient aujourd'hui encore. Il l'a dit à Pape Cheikh Ndiaye. Ce qui m'a marqué lors de la CAN que j'ai joué en 2000 au Nigeria, ça a été l'envahissement du terrain. Parce qu'à ce moment, on a vu des chevaux qui sont rentrés dans le terrain. On a même vu des gens qui étaient complètement nus, qui sont rentrés dans le terrain et ça nous a vraiment fait peur. Et je pense que pour une Coupe d'Afrique, pour un match de cette importance, les dirigeants nigériens devraient prendre plus de responsabilités dans l'organisation pour qu'une chose pareille ne puisse se passer. C'est sûr qu'on avait peur pour nos vies parce que n'importe quoi pouvait se passer à ce moment-là. Il n'y avait aucune sécurité. On n'était pas protégés. Comme je l'ai dit tantôt, il y avait des chevaux, il y avait des gens nus. On ne sait pas s'ils étaient armés ou pas. Donc on a eu peur pour nos vies parce qu'on a été éliminés. Et on avait vraiment la chance pour passer ce cas et aller en demi-finale. Dernière information, Papis, de cette page des sports.
Voilà, nous nous arrêtons sur le Ballon d'Or. Le Portugais Ronaldo a été donc sacré devant Messi et Neuer. C'est sans surprise, il était justement le favori. On rappelle qu'il intègre l'histoire en rejoignant Platini et Van Basten. Pour avoir été 3 fois Ballon d'Or, Ronaldo a signé son deuxième titre consécutivement. Il poursuit donc ce combat pour justement rattraper son éternel rival Messi. Nous nous attaquons au dossier de ce journal qui porte sur les femmes qui s'activent dans les places publiques. Assou, comme pour dire que les femmes sont partout. Elles sont partout présentes, les femmes, surtout dans le domaine du micro-jardinage. Papy, c'est bien ça. À la fin de la récolte, les paniers, tout comme les tirelires, sont bien remplis. Seul souci avec cette activité agricole, le financement, il est parfois introuvable. Au cœur d'une passion, au cœur d'une activité, au cœur d'une économie bien féminine. Maïmouna Ndiaye. De braves dames, toutes des personnes du 3e âge. Le micro-jardinage, une activité, une passion pour ces femmes aux mains vertes. Vous savez, je cultive beaucoup de légumes, à savoir des feuilles de menthe, des choux, de la salade, de la betterave et des concombres. Chaque femme possède 4 à 5 tables. On en a bénéficié lors d'une formation et c'est là que tout a commencé. Au sortir de cette formation, chacune de nous s'est dotée de 3 tables déjà et c'est après l'installation que nous en avons eu d'autres. Une personne, 5 tables. Le site renseigne sur la diversité des plantes, fruits, légumes et épices. On y cultive tout. Nous restons ici et les clients viennent nous voir. Salade, feuilles de menthe, soif, aubergines et plein d'autres légumes encore. Et c'est nous qui les cultivons. En plus de cela, ce sont des produits bio. Parfois, mes clients m'appellent pour faire leurs commandes. Et là, elles sont vraiment rassurées. Maintenant, nous n'achetons presque pas de légumes, du piment, de l'ail, des oignons, des céleris et même les feuilles d'ail. Nous les cultivons et c'est très rentable. Entre Salimata Thiaw et le micro-jardinage, c'est une longue histoire, 4 ans de pratique. J'aime le micro-jardinage, c'est un passe-temps. Cela lutte contre la sédentarité et cela nous distrait en même temps. Les années passent, l'activité se développe, mais le financement reste toujours une contrainte. C'est la mairie de Dakar qui nous a formés. Maintenant, nous volons de nos propres ailes. Et jusqu'à présent, le manque de financement nous handicape beaucoup. Peu d'espace pour accueillir ces groupements d'intérêt économique, seul souci de ces femmes. Aujourd'hui, elles lancent un appel aux investisseurs et à l'État pour l'ouverture de d'autres sites. Voilà, comme pour dire Assou, encore une fois, bravo aux femmes. Et bravo et encore beaucoup de courage. L'effort paye toujours. Merci. Inch'Allah, merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.